Bien, bonsoir, merci d'être là. On va attaquer pour essayer de tenir le timing au maximum, puisqu'on a un timing qui est un petit peu millimétré ce soir. Bon, merci d'être là pour ce 14e club de Prométhée, donc on est ravis de vous recevoir. Lors de notre dernier club qui était en 100% numérique, on a fait un sondage à la fin et on avait à peu près la moitié des auditeurs et des présents qui nous avaient demandé de revenir à un club classique et la moitié qui souhaitait un club numérique. Donc on est en solution hybride ce soir. Il y aura un replay pour tous nos clients qui n'auront pas pu assister à la réunion ce soir. Je ne présente plus le principe du club, vous le connaissez, hein, donc des réunions qui sont régulières, on fait intervenir des experts à chaque fois. L'idée c'est de vous informer sur l'environnement économique et financier du moment et ensuite d'échanger autour d'un cocktail en suivant. Ce soir, donc on a des intervenants qui viennent de Paris et qui prennent le dernier train pour entrer à Paris, qui est à 21h. Donc il va falloir qu'on soit bon sur le déroulé. On va parler de deux sujets qui ont été plébiscités par vous-même, deux sujets d'actualité et d'actualité brûlante, hein, puisque on va parler de crypto-monnaie avec le Bitcoin, qui est un sujet qui intéresse et qui passionne beaucoup de monde. Avec des actualités donc aujourd'hui avec la Chine, avec les États-Unis, et également un point sur la situation économique et financière. L'idée c'est de faire un point sur les marchés financiers et surtout de voir quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour se protéger notamment contre l'inflation. L'inflation qui est de la même façon un sujet qui est brûlant, hein, avec les tensions qu'on a eues aujourd'hui sur les matières premières et sur les taux et donc des inquiétudes pour pas mal de monde. Donc comment est-ce qu'on peut gérer son patrimoine sur les marchés et comment est-ce qu'on peut essayer de se protéger sur une inflation qu'on peut estimer comme croissante dans les mois qui viennent. Alors, on a l'honneur d'avoir des invités de grande qualité ce soir, donc merci beaucoup à eux d'être présents, qui représentent deux sociétés, la société Tobam et la société financière de l'Échiquier, qui sont quand même deux sociétés qui gèrent plus de 10 milliards de fonds en gestion d'actifs. On va attaquer par Yves Chouefati, qui est tout simplement le président et donc le chef des investissements de la société Tobam, et qui est accompagné par Philippe Bijard, qui est son directeur du développement. Je ne vais pas les présenter plus que ça, puisqu'ils vont le faire eux-mêmes dans leur présentation. Mais merci d'être là. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera le point donc, sur les marchés financiers et l'inflation, avec un focus sur l'inflation. Et on a la chance d'avoir Enguerrand Artaz, qui est gérant de fonds à la financière de l'Échiquier, et qui est accompagné par Paul Gaudry, qui fera une présentation rapide de la financière de l'Échiquier également, qui est une société de gestion indépendante qui a rejoint le groupe Primonial il y a quelques années. Du coup, on terminera par quelques petites actualités sur Prométhée Conseil à la fin, en 10 minutes, très rapidement, et on pourra se retrouver autour d'un cocktail pour échanger sur les différents sujets ou sur d'autres. Voilà. Donc merci beaucoup. Je passe directement la parole à Yves sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. Merci beaucoup. Je crois que c'est toi qui recommande. Merci bien. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis Yves Chouefati, je suis fondateur de Tobam. Je suis plutôt un matheux de formation. J'ai fait toute ma carrière dans l'asset management. Mon dernier job avant de créer Tobam, c'était directeur général de Crédit Lyonnais Asset Management, que j'ai dirigé pendant 3 ans, après avoir en avoir été le responsable de la gestion. Tobam, je l'ai créé justement au moment de la fusion entre Lyonnais et Agricole. Je suis parti de Clam et j'ai créé Tobam en 2005. Donc aujourd'hui, on gère 10 milliards. On est une boîte indépendante. Hein, on a eu historiquement deux actionnaires institutionnels. On a eu CalPERS, qui est le plus grand fonds de pension américain, qui a eu 20% du capital et qu'on a racheté progressivement. Et on a eu Amundi, qui a eu 20% du capital et qu'on est en train de racheter progressivement. On est 49 personnes, une trentaine à Paris, une quinzaine à Dublin, 6 à New York, et une personne à Hong Kong, une personne à Francfort, une personne à Luxembourg. Une des spécificités de Tobam, c'est les énormes moyens qu'on a alloués à la recherche. On a 21 mathématiciens et ingénieurs qui font de la recherche. On gère principalement pour des entités publiques. Hein, donc 57% de nos clients sont des banques centrales, des fonds souverains, des fonds de pension publics. Les fonds de pension privés représentent à peu près 17% et la multigestion 19%. Et la gestion privée, la gestion de fortune est encore... on commence seulement dans ce secteur-là, ça représente uniquement 7% de nos encours. En matière d'origine géographique des clients, 60% de nos clients proviennent d'Amérique du Nord. Le reste, c'est la Scandinavie et la Suisse. La France représente 7% de nos clients. Pourquoi on s'est intéressé aux cryptos?
hein, la crypto la plus connue, la crypto-monnaie la plus connue, c'est le Bitcoin. Pourquoi on s'y est intéressé? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de mathématiciens dans cette boîte. Et ces mathématiciens sont intéressés à un nouvel objet mathématique, qui est le Bitcoin ou la blockchain. Parce qu'au début, Bitcoin et blockchain, ça voulait dire la même chose. Et il y a un certain nombre d'entre nous qui en ont acheté dès 2013. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul à en acheter. Et donc j'ai créé un dîner du Bitcoin dans la boîte, qui se réunissait une fois par mois pour parler un peu, pour partager nos expériences respectives sur ce domaine-là. Et en 2016, j'ai dit lors d'un de ces dîners à mes collaborateurs et associés et amis, il y a quand même une caractéristique du Bitcoin qui s'améliore année après année, c'est sa liquidité. Et je leur ai dit, si ça continue comme ça, l'amélioration du Bitcoin, de la liquidité du Bitcoin, si elle continue comme ça, il viendra un jour où même les clients de Tobam qui sont énormissimes, même eux, ils pourront considérer un investissement dans le Bitcoin. Et c'est comme ça qu'on a décidé donc d'investir, nous, en recherche et de lancer un projet de recherche qu'on a appelé Crypto Research. Et on a décidé d'embaucher une équipe dédiée à la recherche sur le Bitcoin et les cryptos. La première mission que j'ai donnée à cette équipe de recherche, ça a été de bâtir une thèse d'investissement rationnel sur le Bitcoin. Pourquoi un investisseur rationnel pourrait éventuellement considérer un investissement dans le Bitcoin? Après quelques mois de travail, on a réussi à développer une thèse d'investissement qu'on a été présentée à l'AMF, au régulateur français. Et l'AMF nous a autorisé à lancer le premier fonds ouvert investi au Bitcoin au monde. Ça, c'était en novembre 2017. Et ce fonds-là est resté le seul fonds ouvert au monde investi en Bitcoin, jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, on soit rejoint par une société de gestion canadienne. Donc c'est petit cocorico, c'est en France qui a été lancé le premier fonds Bitcoin au monde, et on est resté seul pendant un certain temps. Pendant ce temps, on n'a pas chômé, on a continué à faire des tas de recherches sur des domaines un peu connexes. Là, vous me voyez intervenir devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Si vous allez sur YouTube, que vous tapez Chouet-Fati Assemblée nationale, vous verrez que pendant 1 heure, la Commission des finances m'interroge un peu sur le Bitcoin, sur pourquoi c'est utile, quels sont les inconvénients et les avantages du Bitcoin. On a vraiment exploré, comme on est chercheur, on a vraiment essayé d'explorer toute la chaîne de valeur. Là, vous voyez une mine de Bitcoin zéro carbone qu'on a créée on a des activités philanthropiques dans des pays du tiers-monde, et on a un entrepôt de tri dans un pays du tiers-monde qu'on a équipé de panneaux photovoltaïques qui minent du Bitcoin au bénéfice de cette association qu'on a là-bas. Tobam est une boîte qui travaille essentiellement pour des investisseurs de très long terme, donc le développement durable, c'est très important pour nous. Le fonds Bitcoin que je vais vous présenter est intégralement compensé en carbone. Ça veut dire qu'il y a des experts indépendants qui viennent calculer l'empreinte carbone de notre fonds Bitcoin, et on va faire des dons à une ONG qui va planter les arbres qui sont nécessaires à retirer du carbone de l'atmosphère, le carbone émis. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps chez Tobam. Tobam, depuis, pas tout à fait sa création, mais presque depuis sa création, calcule son empreinte carbone et compense 300% de son empreinte carbone. Pour la petite histoire, c'est quelque chose que j'ai commencé moi-même quand j'ai eu mon premier fils. Il y a 24 ans, j'ai pris l'habitude de calculer l'empreinte carbone de ma famille et de compenser 300% de l'empreinte carbone de la famille. Donc c'est quelque chose qu'on fait de manière systématique, et notre fonds carbone est compensé, notre fonds Bitcoin est compensé en carbone. Alors c'est quoi avant de vous présenter la thèse d'investissement, je vais vous donner un petit avertissement. J'ai oublié de déclencher le chronomètre. Je vais me faire tirer les oreilles par... Tu me préviendras toutes les 10 minutes, s'il te plaît. Ok, excuse-moi. Avant de commencer, de présenter la thèse d'investissement, j'ai la coutume de commencer par 2 avertissements. Alors, le premier avertissement, c'est que je ne parlerai que du Bitcoin. Des crypto-monnaies, il y en a... pas quelques milliers, mais il y en a à peu près 1500 qui existent vraiment. Je ne parlerai d'aucune autre, je ne parlerai que du Bitcoin. Non pas que les autres ne soient pas importantes, mais enfin, on n'a qu'une demi-heure. Déjà, présenter une thèse d'investissement en une demi-heure, je vais faire très très fort, mais je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup plus qu'une seule monnaie. D'accord ? Alors, pour fixer un peu les idées, la deuxième crypto-monnaie s'appelle l'Ethereum. L'Ethereum, elle est 3 fois plus petite,
il s'en échange 3 fois moins, et il a une durée de vie qui est 3 fois inférieure. Le Bitcoin, il a été lancé en 2009, l'Ethereum, c'est beaucoup, beaucoup plus récent. D'accord? Mais c'est la dernière fois que je parlerai d'une autre monnaie que du Bitcoin dans cette présentation. Alors, on va commencer le deuxième avertissement. Le deuxième avertissement, c'est une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le Bitcoin est un actif très, 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 très risqué. Tant que vous n'avez pas possédé du Bitcoin, vous n'avez aucune idée de ce qu'est le risque de posséder du Bitcoin. C'est vraiment un actif qui, de ce point de vue-là, est à nul autre pareil. C'est un actif, pour parler un peu scientifiquement, qui présente assez souvent une volatilité supérieure à 100%. Pour vous donner une échelle de grandeur, l'action Lehman Brothers, la semaine de la faillite, n'a pas atteint une volatilité de 100%. D'accord ? Donc c'est un truc qui est... C'est vraiment un ovni, une sorte d'actif extraterrestre qui est extrêmement volatile et qui, malgré sa volatilité, a survécu quand même quelques années. Ça n'existe pas d'habitude. D'habitude, quand on touche une volatilité de 100, on fait faillite dans la semaine. Vous voyez ? Là, ça fait longtemps que ça dure. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est extrêmement risqué. Des week-ends à moins de 30%, vous en avez à peu près tous les trimestres, pour vous donner une autre échelle de grandeur. D'accord ? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'investir, c'est prendre des risques. Pourquoi je la joue comme ça ? Parce qu'en fait, c'est irrationnel de dire, ce n'est pas rationnel, de dire, cet actif, je n'en veux pas, il est trop risqué pour moi. Si un actif est 10 fois trop risqué pour vous, vous en prenez 10 fois moins. On n'a pas le droit, d'un point de vue rationnel, d'exclure un actif à cause de son risque. Le risque, il doit définir la quantité que vous allez investir dans l'actif, mais il ne peut pas vous permettre d'exclure un actif. Par exemple, investir 1 million dans le S&P 500, là, on a représenté le risque, la performance quotidienne d'1 million de dollars investis dans le S&P 500, dans les actions américaines. Et en orange, vous avez 25 000 investis en Bitcoin. Investir 1 million dans les actions américaines, c'est beaucoup plus risqué d'acheter 25 000 euros de Bitcoin. D'accord ? Donc ça permet, au début de la présentation, si vous voulez, de sortir une bonne fois un tabou qui est « non, mais c'est trop risqué pour moi ». Non, si vous êtes un être rationnel, vous n'avez pas le droit de dire « c'est trop risqué pour vous ». D'accord ? Alors, c'est quoi la thèse d'investissement que je vous ai promise ? La thèse d'investissement, alors une thèse d'abord, le propre d'une thèse, c'est d'avoir une antithèse. Donc là, moi, je ne suis pas en train de vous raconter la vérité. Je suis en train de vous donner une hypothèse, c'est une thèse. Après, l'antithèse existe, moi je vous parle de la thèse, et après vous ferez votre choix. D'accord ? Donc je vous dis pourquoi on pourrait imaginer investir en Bitcoin. Après, vous pouvez investir ou pas, parce qu'il y a des antithèses également sur lesquelles je ne vais pas beaucoup intervenir. Ça, il suffit d'ouvrir les journaux, vous en aurez des tas d'antithèses sur le Bitcoin. Okay ? Les thèses, par contre, vous en entendez moins souvent parler. Alors la thèse d'investissement que Tobam a écrite sur le Bitcoin, elle consiste à dire que le Bitcoin a les caractéristiques fondamentales et les caractéristiques empiriques qui pourraient potentiellement en faire un nouvel étalon de mesure de la valeur. Alors, je suis quelqu'un qui s'exprime assez précisément, et le mot le plus important dans cette phrase, c'est le mot potentiel. Il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de vous dire que le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur. Ce serait un mensonge. Aujourd'hui, ce n'est pas un étalon de mesure de la valeur. Aujourd'hui, les étalons de mesure de la valeur, c'est le dollar, c'est l'euro, éventuellement l'or, mais ce n'est certainement pas le Bitcoin. Mais c'est précisément pour ça que c'est intéressant, potentiellement, d'investir dans le Bitcoin. Quand on n'investit jamais sur des faits avérés, mais sur des faits potentiels. Si vous pensez que l'action Apple peut aller à 800, il ne faut pas attendre qu'elle soit à 800 pour investir. C'est justement parce qu'elle n'est pas encore à 800 que potentiellement, c'est intéressant d'investir aujourd'hui. Okay ? Donc je ne suis pas en train de vous dire le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur. Je vous dis, il a les qualités fondamentales et empiriques qui pourraient en faire potentiellement, ou pas, un étalon de mesure de la valeur. Mais l'investissement, c'est toujours dans l'incertain. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'investissement. Invest, ça veut dire c'est aller à l'aventure. Vesting, ça veut dire je vais risquer. Et si c'est certain, ce n'est pas du risque. D'accord ? Le deuxième mot important que j'ai utilisé là, c'est le mot étalon. Comme j'ai la chance de présenter à une audience française, vous savez ce que c'est qu'un étalon, un étalon de mesure.
Ben, dès qu'on mesure quelque chose, on a besoin d'un étalon. Hein, quand on mesure un mètre, quand on mesure quand on mesure une longueur, une masse, une quantité de matière, on a besoin d'un étalon. Hein. Vous connaissez peut-être ça c'est le mètre étalon et c'est le kilogramme étalon. D'accord, photographié au pavillon de Sèvres. Donc dès qu'on mesure quelque chose, on a besoin d'un étalon. C'est quoi l'économie? L'économie, c'est un lieu où on produit, on échange, on stocke des biens, des services, du travail, des contrats, des innovations. Et pour que cette production, cet échange et ce stockage ait lieu, il est nécessaire de mesurer la valeur des choses. Et dès lors qu'on a besoin de mesurer, on a besoin d'un étalon. Pendant très longtemps, je disais que le Bitcoin, c'est facile à comprendre. Le Bitcoin, c'est tout simplement de l'or en mieux. C'est ça que je disais. Et c'est il y a quelques mois que je me suis aperçu de mon erreur. Et maintenant, je dis une phrase un peu différente. Je ne dis plus le Bitcoin, c'est de l'or en mieux. Je dis l'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Pourquoi j'ajoute comme ça? Parce que plus je réfléchis, et plus il me semble que l'histoire économique, elle se double d'une histoire, d'une quête de l'étalon de mesure de la valeur. Il y a quelques mois, j'ai été au musée de la préhistoire de Saint-Germain-en-Prés, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-en-Laye, je vais y arriver. Et là-bas, il y a un amoncellement, à un moment donné, de pointes de flèches en silex. Et des amoncellements tels qu'on sait maintenant qu'ils étaient là pour de la thésaurisation. Hein, donc un étalon de mesure de la valeur à l'époque qui a précédé l'agriculture, donc à l'époque où on était tous des chasseurs-cueilleurs, enfin nos ancêtres, eh ben, on mesurait la valeur des choses en disant ça vaut 5 pointes de flèches en silex. Et après, quand on a su produire les flèches en silex plus facilement, eh ben, on a été vers les matières agricoles. Avec la technologie a inventé les matières agricoles, hein, puis on a commencé à mesurer les choses en matières agricoles. Encore aujourd'hui, il y a des tribus Maasai qui mesurent la valeur des choses en tête de bétail. Hein, encore aujourd'hui, il y a des tribus dans le Sahara qui mesurent les valeurs des choses en sacs de sel. Hein, quand les matières agricoles ont été plus faciles à produire grâce à la technologie, on a migré vers un autre étalon de mesure de la valeur, hein, ça a été l'ère des métaux précieux. Hein, le premier métal précieux, ça a sans doute été le fer, puis le bronze, puis l'argent. Hein, quand le fer a été facile à produire, on a été vers le bronze. Quand le bronze a été facile à produire, on a été vers l'argent. Quand l'argent a été facile à produire, on a été vers l'or. Un jour, il y a un gars qui a inventé un nouveau métier. Il a dit « Donnez-moi votre or, je vous donnerai vos reçus. Je vous donnerai un reçu. Et quand vous me ramènerez le reçu, je vous rendrai votre or. » Ce gars-là avait inventé le billet de banque. Okay. La convertibilité, hein, des papiers monnaies en or, elle a duré jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique disent « Après tout, on est les États-Unis, après tout, c'est le dollar. On n'a pas besoin d'assurer la convertibilité du dollar en or. » Et ils ont suspendu, de manière temporaire, parce qu'à l'époque c'était de manière temporaire, la convertibilité du dollar en or. Vous verrez un peu tout à l'heure, pendant ma présentation, tu me dis 10 minutes. Pendant ma présentation, vraiment, quand vous avez une question sur le Bitcoin, dans 99% des cas, il suffit de remplacer dans la question le mot Bitcoin par le mot or pour avoir la réponse. Hein, très très souvent, c'est comme ça que ça marche. Okay. Alors, c'est quoi les caractéristiques fondamentales dont je vous parlais? Le Bitcoin n'est pas altérable. Il n'est pas falsifiable, il est difficile à saisir, il n'est pas manipulé par une autorité centrale, il est non inflationniste et il est échangeable. Les 3 premières qualités dont je vous parle là, elles sont issues de la technologie de la blockchain. C'est quoi la blockchain? Pour imaginer la blockchain, vous devez imaginer une immense planète. Une planète qui est beaucoup plus grande que la Terre, que Jupiter, une planète qui a à peu près la taille de la Voie lactée. Donc c'est une taille inimaginable en fait. Et dans cette planète, vous devez remplacer chaque atome par un coffre-fort. Et chacun des coffres-forts, vous avez 2 moyens d'y accéder. Soit vous avez la clé publique du coffre-fort, ça vous permet d'ouvrir une petite fenêtre dans le coffre-fort, et ça vous permet de savoir combien de bitcoins il y a dans le coffre-fort, et ça va vous permettre aussi d'y glisser des bitcoins supplémentaires. Si vous avez la clé privée, là vous pouvez ouvrir le coffre-fort, vous saisir des bitcoins,
et les mettre dans un autre coffre-fort. C'est ça, en résumé, la blockchain. Pour que ça fonctionne, hein, de manière absolument sécurisée, il faut de la puissance de calcul. Et l'inventeur, que personne ne connaît, du Bitcoin, qui a pris un pseudonyme, le pseudonyme c'est Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin a imaginé, pour qu'on lui mette à sa disposition cette puissance de calcul, il a imaginé une loterie. La loterie consiste à la chose suivante. Toutes les 10 minutes exactement, une des personnes qui a prêté sa puissance de calcul, ces gens-là on les appelle les mineurs, un des mineurs sera tiré au hasard et recevra un nombre fixe de Bitcoin. Donc pendant les 10 premières minutes de l'existence du Bitcoin, il y a quelqu'un qui a été tiré au hasard et qui a reçu 50 Bitcoins. Dans les 10 minutes suivantes, il y a quelqu'un qui a été tiré au hasard qui a reçu 50 Bitcoins. Et il a eu une idée géniale. Il s'est dit, tous les 4 ans, ce nombre va être divisé par 2. Donc pendant 4 ans, toutes les 10 minutes, quelqu'un a gagné 50 Bitcoins. Ensuite, pendant 4 ans, toutes les 10 minutes, quelqu'un a gagné 25 Bitcoins. Après 25, ça a été 12,5. Et aujourd'hui, toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui est tiré au hasard et qui gagne 6,25 Bitcoins. Alors, vous voyez une série de chiffres qui est divisée par 2 périodiquement. Ça s'appelle une série géométrique. Et une série géométrique dont la raison est inférieure à 1, parce que divisé par 2, c'est inférieur à 1, ça converge. Ça fait qu'en tout et pour tout, il y aura exactement 21 millions de Bitcoins. Et c'est ça l'invention géniale du Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas compliqué. Le Bitcoin, c'est comme une voiture. Il y a 2 manières de décrire une voiture. Soit vous dites qu'une voiture, c'est une caisse avec 4 roues, un volant, un accélérateur, un frein, un réservoir et un moteur, et vous savez vous servir d'une voiture. Soit vous allez vers le premier principe de la thermodynamique, puis le deuxième principe de la thermodynamique, puis alors là, vous en avez pour 20 ans à comprendre comment fonctionne une voiture. C'est un peu la même chose pour le Bitcoin. La proposition économique du Bitcoin, elle tient en une phrase. La phrase, c'est « il y en a 21 millions ». Tout le reste, on s'en fout. Satoshi Nakamoto est quelqu'un d'inconnu, mais j'ai découvert son père. Le père de Satoshi Nakamoto, c'est Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, c'est un économiste qui a gagné le prix Nobel d'économie et qui a écrit un bouquin que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Pour une libre concurrence des monnaies ». C'est un bouquin de 200 pages, il n'y a pas une seule formule de maths, c'est un roman historique en fait, c'est un roman historique de la monnaie. Et la thèse que présente Satoshi Nakamoto dans ce bouquin, c'est que dès lors qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, un jour ou l'autre, il en abuse. Et donc Friedrich Hayek dit qu'il faut casser le monopole. Et c'est la concurrence qui fera qu'il y aura bien une monnaie qui va être bien gérée. Et comme elle sera bien gérée, elle va s'imposer. Et ça va nous éviter les catastrophes qui ont suivi systématiquement l'abus de création monétaire. Lui dit, il y a systématiquement, à un moment donné, on va abuser de ce monopole, et dès lors qu'on abuse de ce monopole, il y a des crises qui sont extrêmement coûteuses, qui coûtent des millions de vies, qui coûtent des décennies de retard de développement. Et ces crises-là, il faut les éviter, et pour ça, il faut casser le monopole. Il ne faut pas que ce soit les États qui contrôlent l'émission de la monnaie. C'est d'ailleurs ce que font un peu, ce qu'on a fait systématiquement. À chaque fois, on a essayé de faire en sorte que les banques centrales soient indépendantes. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et le coup de génie de Satoshi, c'est de se dire, je vais simplifier la gestion de la masse monétaire. La gestion de la masse monétaire, elle va consister à dire, il y a 21 millions de Bitcoin. OK ? Et ça a une qualité énorme, puis c'est peut-être comme ça que je vais conclure. Ça fait que le Bitcoin est c'est la première monnaie qui existait sur cette planète qui soit à masse monétaire constante. Ça veut dire que c'est la première monnaie qui est non inflationniste. Il y a 2 raisons à l'inflation. Soit c'est parce que les biens sont plus difficiles à produire. Par exemple, s'il y a des conditions climatiques désastreuses, le prix des pommes, elle monte. Parce que les bourgeons se sont fait flinguer par le gel, et il n'y a plus de pommes ou il n'y a plus de raisins dans le Bordelais. Et ça fait de l'inflation. Il y a une autre cause, qui est la cause ultra dominante dans l'histoire de la création de l'inflation, c'est l'excès d'émissions monétaires. Et si on compare le Bitcoin avec toutes les autres
tous les autres étalons de mesure de la valeur qui ont précédé. Aujourd'hui, l'étalon de mesure de la valeur, c'est le dollar. Ben, le dollar, il est massivement inflationniste. Hein. Entre 2008 et aujourd'hui, tous les ans, la Federal Reserve a eu une augmentation de la masse monétaire de 20% en moyenne par an. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est massivement inflationniste. Mais vous allez me dire, mais pourtant, il n'y a pas d'inflation. Vous savez, hein, si vous voulez contrôler parfaitement la température de cette pièce, hein, il suffit de contrôler le thermomètre. Il y a deux manières pour contrôler la température de la pièce. Soit vous contrôlez le chauffage, soit vous contrôlez le thermomètre. Et moi, je vais vous mettre une température tout à fait constante si je fixe le thermomètre à 25. Il suffit de tricher. Hein, je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, quand on mesure l'inflation, on ne prend pas en compte le prix du foncier. Hein, pour 99% d'entre nous, notre plus grosse défense, c'est le logement. On sait que le prix du logement a massivement augmenté, pas à cause du prix de la construction, mais à cause du prix du foncier. Ça, ce n'est pas pris en compte dans l'inflation. Je vous ai bien dit un petit mensonge. Je vous ai dit que pour 99% d'entre nous, notre plus grosse dépense, c'est le logement. Ben, j'ai menti. Pour 99% d'entre nous, notre plus grosse dépense, c'est les impôts. Les impôts ne sont pas comptés dans le coût de la vie. Pourtant, les impôts, c'est vraiment un prix. C'est le prix qu'on acquitte, hein, pour les services publics, pour la police, pour la justice, pour les biens, les fonctions régaliennes, etc. En 1958, les dépenses de l'État, c'était à peu près 22% du PIB. Aujourd'hui, c'est 62% du PIB. Sa contribution à l'inflation, c'est zéro. Si aujourd'hui, il y avait un choc inflationniste sur le coût de l'éducation nationale, sur le coût de l'enseignement ou sur la santé, ben ça ne se verrait pas dans l'inflation telle qu'elle est calculée par l'INSEE. Okay, donc, me dire qu'il n'y a pas d'inflation, ben on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de calcul de l'inflation. Le prédécesseur du dollar, c'est le denarius romain. Le denarius romain, c'est la monnaie de l'Empire romain. Hein, et au début de l'Empire incluait systématiquement 4 grammes d'argent dans chaque pièce. Et pendant des siècles, c'était 4 grammes d'argent. La teneur en argent de la pièce du denarius, c'était 4 grammes par pièce. Puis un jour, ils se sont réunis, les Romains, ils ont dit, après tout, on est les Romains, après tout, c'est le denarius, on va dénoncer les accords de Bretton Woods. Et ils ont dénoncé les accords de Bretton Woods et se sont mis à inclure de moins en moins d'argent dans leurs pièces. À la fin de l'Empire romain, il y avait 0,1 gramme d'argent dans chaque pièce de denarius, autant vous dire qu'il y a eu de l'hyperinflation entre-temps. Le dernier grand étalon de mesure de la valeur, c'est l'or. Et l'or est massivement inflationniste. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord à cause de la technologie. On sait de mieux en mieux extraire l'or d'une mine. Aujourd'hui, sur le XXe siècle, en moyenne, l'augmentation de production d'or tous les ans, c'est à peu près 2% par an. Je ne parle pas d'augmentation du stock d'or. Je parle du fait que les mines sont plus productives. By the way, il y a combien d'or sur Terre? Depuis le début de l'humanité, on estime qu'on a sorti à peu près 190 000 tonnes d'or, hein, des entrailles de la Terre. Et on estime qu'en fait, il y a 6 fois 10 à la puissance 15 tonnes d'or sur la planète Terre. Ça veut dire que pour l'instant, on a extrait 0,0000003% de l'or présent sur Terre. Hein, il y a la mine la plus profonde, elle va à 3000 mètres. Il y a 6400 km de profondeur sur la Terre. Hein, tous les espaces qui sont en dessous de l'océan, on ne les a pas fait. Et puis un jour, on trouvera le moyen, on sait le faire déjà, hein, de transformer le plomb en or. Hein, mais ça, c'est un peu coûteux, mais un jour, on fera baisser ce coût grâce à la technologie. Hein, by the way, il y a plein d'or sur la planète Mars, il y a plein d'or sur la Lune. On ne trouvera jamais un bitcoin sur la planète Mars et sur la Lune. Donc voilà, je crois que je suis à peu près... J'ai encore 5 minutes, ok. Donc, alors, malgré ça, si vous ouvrez les journaux, il y a plein de critiques contre le bitcoin. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que le bitcoin est une innovation disruptive. Et dès lors qu'il y a une innovation disruptive, il y a un cycle qui va se mettre en place, qui est le cycle de Kubler-Ross. Kubler-Ross est une psychiatre américaine qui s'est beaucoup intéressée à l'étude du deuil et qui a découvert, hein, que quand on avait un deuil, eh ben, ce deuil est passé par plusieurs étapes. Hein, une étape de déni,
un choc, un déni, de la colère, de la dépression, puis à la fin on accepte. Ben, quand il y a une innovation disruptive, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que quand il y a une innovation disruptive, ben, on doit faire son deuil du monde d'avant. Et la phase la plus intéressante de ce deuil, c'est la phase de la colère. Hein, rappelez-vous, quand il y a eu des téléphones portables, on nous disait tous, ben, on aura tous des cancers au cerveau. Mes parents m'ont acheté mon premier PC, personal computer, en 1978. À l'époque, c'était marqué partout dans la presse qu'on allait être enseveli par les fumées de carbone qui étaient nécessaires à faire fonctionner cette machine qui consommait beaucoup d'électricité. Et donc, il y a toujours une critique énorme contre l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain, c'est comme ça que l'être humain, c'est le moyen qu'a inventé l'être humain pour gérer le deuil. Et quand il y a une innovation disruptive, vu que c'est disruptif, il faut faire son deuil du monde d'avant. Alors des critiques contre le Bitcoin, vous en entendrez plein. Il y en a qui sont motivés par la passion ou l'idéologie. Celle-là, je ne vais pas y répondre. Il y en a qui sont motivés par l'ignorance. Ben, celle-là, j'essaie d'y répondre un peu. Il y en a qui sont motivés par le conflit d'intérêts, je n'y réponds pas. Et il y en a qui sont parfaitement raisonnables. Il y a des critiques contre le Bitcoin qui sont parfaitement raisonnables. Mais depuis le temps que je fréquente le Bitcoin, je n'ai jamais entendu une seule critique raisonnable contre le Bitcoin qui ne trouve sa réponse dans le développement d'un système financier entre la blockchain et les preneurs de risques. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai acheté mes premiers bitcoins, les gens critiquaient le bitcoin en disant « mais le prix du bitcoin n'est pas le même à New York et à Paris. Comment voulez-vous qu'un jour ce soit un étalon de mesure de la valeur ?» Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Moi, les premiers bitcoins que j'ai achetés, à l'époque où j'ai acheté mes bitcoins, il y avait deux moyens d'acheter du bitcoin, d'avoir du bitcoin. Soit vous les miniez, soit vous alliez dans un forum internet, vous preniez rendez-vous avec un inconnu, ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec un inconnu sur les Champs-Élysées. J'ai dit à deux paires de gros bras de Tobam de m'accompagner parce que je ne savais pas qui c'est que j'allais avoir en face. J'ai caché des billets de banque dans ma chaussette. Et le gars m'a donné un post-it avec un mot de passe et moi je lui ai donné les billets de banque. Et sur ce post-it, il y avait un mot de passe qui libérait une clé privée. Au même moment, le même type de transaction avait lieu à Times Square, à New York, et le prix n'était pas le même. Aujourd'hui, je peux vous dire que le prix du Bitcoin à travers le monde, c'est exactement le même. Pourquoi? À cause du développement de systèmes financiers. C'est comme l'or. Aujourd'hui, vous voulez vous exposer à l'or, vous n'allez pas acheter des lingots d'or. C'est compliqué, c'est dangereux. Vous risquez de vous faire rouler, vous risquez de les perdre ou de vous les faire voler. Si vous voulez vous exposer à l'or, vous allez acheter des ETF sur l'or. Il y a un système financier qui s'est intercalé entre l'or physique et les preneurs de risques. C'est la même chose pour le Bitcoin. Et franchement, je ne connais pas de critique raisonnable contre le Bitcoin qui ne trouve sa réponse là-dedans. Un des éléments du système financier, c'est le régulateur. Un jour, ça va être régulé. Ça ne va pas être interdit, ça va être régulé. Parce qu'on n'est pas en Chine. En France, on n'a pas interdit les innovations disruptives. On n'a pas interdit Google, comme en Chine. On n'a pas interdit Wikipédia, comme en Chine. On n'a pas interdit Facebook, comme en Chine. On a régulé tout ça. Ça veut dire qu'on leur a dit, ben voilà, rendez le nouveau service qu'on attend de vous, mais faites-le dans un cadre où quand même il y a un peu de régulation. Ok, ben je vous remercie beaucoup. Bon, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, mais... Alors, Yves m'a promis qu'il répondrait à chacune de vos questions par mail. Donc, alors d'abord, on aura la chance d'avoir un présent de Tobam pendant le cocktail qui pourra répondre à vos questions. Et s'il y en a d'autres, des supplémentaires, vous nous les ferez passer et on les fera passer. On a pas mal parlé d'inflation, on va y arriver. Je t'ai beaucoup raccourci, je suis désolé. Et on va attaquer sur la partie marché financier. Un petit point sur les marchés et sur avec un focus sur l'inflation avec Enguerrand et Paul. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une seule slide à passer.
Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Paul Gaudry, je travaille à la financière de l'échiquier, comme Vincent vous le disait. Je vais être très court, je vais très rapidement passer la parole à Enguerrand, un collaborateur de la financière de l'échiquier. Je voulais simplement prendre le temps de vous présenter la maison que certains parmi vous ne connaissaient pas encore. Financière de l'échiquier, on est l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriale françaises. Notre métier depuis 30 ans n'a jamais changé, c'est d'investir dans les sociétés, toutes cotées en bourse, on ne fait pas de private equity, on n'est pas des traders. Notre mission, c'est aujourd'hui de gérer plus de 15 milliards d'encours avec une équipe de 130 personnes. Sur les 130 personnes, on a une équipe de gestion avec des gérants et des analystes constitués de 35 personnes, dont fait partie Enguerrand. Et le métier est toujours le même, aller à la rencontre d'entreprises, étudier les secteurs d'activité et décider ou pas, selon nos convictions, de rentrer au capital ou non d'une autre société. C'est vulgairement notre métier. On n'est pas des traders, on essaie d'investir dans la durée au capital de société. En moyenne 3 ans, ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins. Et aujourd'hui, je dirais le charme de notre maison, c'est de gérer depuis 30 ans près de 15 milliards avec un véritable enjeu. Tout à l'heure, Yves nous parlait d'investissement socialement responsable, ça nous parle beaucoup également, puisque dans l'intégralité des encours que nous détenons et que nous gérons pour nos clients, dont vous faites partie, nous avons toujours la volonté d'étudier les sociétés pour leur capacité à générer du rendement dans la durée, mais également d'analyser et d'investir dans les sociétés qui ont, selon nous, des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance de grande qualité qui permettent d'être très résilients dans les phases de stress et de générer de la surperformance dans la durée. Et aujourd'hui, on revendique plus de la moitié de nos encours qui sont certifiés par le labellisateur, par l'État, comme étant investissement socialement responsable. Et 100% de nos fonds sont aujourd'hui en intégration avec les critères extra-financiers. C'est vraiment, je dirais, le mot que je voulais vous donner concernant notre maison financière de l'échiquier. Et dans notre industrie, le Graal, c'est de battre les indicateurs de référence en confiant votre argent à une société comme la financière de l'échiquier. C'est de faire dans la durée mieux que le CAC 40, mieux que le S&P 500, etc. Dans notre jargon, on appelle ça générer de l'alpha. Générer de l'alpha, c'est être capable de faire mieux que les principaux indicateurs de référence. Et on est très heureux à la financière de l'échiquier, depuis plus de 3 ans maintenant, d'avoir le premier prix de l'Alpha League Table dans notre milieu. C'est une grande messe qui permet d'attester la qualité dans le process de gestion pour sélectionner des secteurs pertinents, les bonnes sociétés parmi ces derniers et de générer de la performance dans la durée. Je m'arrête là, je vais tout de suite passer la parole à Enguerrand qui va vous parler d'inflation. Et Yves nous a déjà un peu mis sur la piste de l'inflation. Merci Paul, bonsoir à tous. Ravi d'être devant vous ce soir et merci à Prométhée Conseil pour l'invitation. Je vais appuyer sur le mauvais bouton, ça commence bien. Voilà. Donc, on va faire un petit point sur la situation économique et financière. Et on va surtout faire un focus sur l'inflation. J'ai pas mal de petites choses à vous raconter, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par faire un petit panorama rapide des marchés financiers depuis le début de l'année. Donc, comme vous le voyez, des marchés actions globalement en hausse assez forte un peu partout sur la planète. De l'ordre d'une vingtaine de % sur les principaux indices européens, américains. Alors sûrement un petit peu moins à la clôture de ce soir, malheureusement, pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité financière aujourd'hui. Mais enfin, globalement, une hausse très forte. Le seul petit ton au tableau du côté des actions, c'est les actions émergentes, notamment les actions chinoises, qui ont pas mal souffert depuis le début de l'année, qui avaient été une des meilleures classes d'actifs l'année dernière, qui ont un peu souffert de prise de profit, de choses comme ça en début d'année, et puis surtout récemment, qui ont souffert de la régulation qui a été mise en place par le gouvernement chinois, notamment sur tout ce qui est secteur de l'éducation, etc., du stress autour du groupe immobilier Evergrande qui est menacé de faillite. Donc pas mal de stress sur cette classe d'actifs, mais globalement, des marchés actions qui se portent très bien, aidé par un contexte économique et macroéconomique qui est extrêmement favorable depuis plusieurs mois maintenant, on va dire au moins depuis le mois de novembre 2020 et l'annonce des vaccins contre la Covid-19, même si en réalité la reprise avait commencé avant. Alors, cette reprise forte de l'économie, donc, elle a été soutenue notamment par les soutiens monétaires, donc de la part des banques centrales, ou budgétaires de la part des États, qui sont encore très forts. On va voir après qu'ils vont sans doute commencer à ralentir, mais enfin, qui sont restés jusque-là très forts. Et puis la deuxième chose, alors,
pas rentrer dans les débats pro ou anti-vax, etc. Enfin, la réalité, c'est quand même que la progression des campagnes de vaccination a aidé très significativement un retour à la normale de l'activité. On le voit notamment sur tout ce qui est commerce. On est revenu sur la fréquentation des commerces quasiment au niveau d'avant-crise. Ça a permis aussi probablement d'éviter, là, sur les vagues de variant Delta qu'on a eu cet été, etc., que les pouvoirs politiques décident des nouvelles mesures de restriction qui auraient sans doute impacté assez significativement la reprise économique. Alors, justement, cette reprise économique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on constate qu'au bout d'un an, à peu près, si on prend à partir du moment où l'économie mondiale est vraiment repartie en territoire d'expansion, on constate qu'on arrive à une nouvelle phase du cycle économique, c'est-à-dire qu'on a toujours une économie qui est en expansion, que le rythme de cette expansion, il est toujours assez fort, mais que ce rythme commence petit à petit à ralentir. Alors, c'est parfaitement normal à ce moment-là du cycle économique. On est à peu près 1 an et demi après le creux de la crise. On arrive au bout de cette première phase du cycle économique, une phase de reprise, de rattrapage, avec une accélération du rythme d'expansion un peu mois après mois. On arrive à la fin de cette phase-là et on va rentrer dans une deuxième phase du cycle économique où là, la croissance et l'expansion de l'activité va être un peu plus sur un rythme de croisière. Et je répète, c'est tout à fait normal à ce moment-là du cycle. On n'a jamais ce phénomène d'accélération successive qui correspond à la phase de reprise du cycle. On n'a jamais ça pendant toute la durée d'un cycle économique. Donc c'est parfaitement normal que le rythme aujourd'hui commence un petit peu à ralentir. Et finalement, ça ne remet pas tellement en cause les perspectives qu'on a à moyen terme sur l'économie mondiale. Regardez aux États-Unis, alors ça a été un petit peu révisé en baisse avec notamment la vague de variant Delta pendant l'été. Enfin, on est quand même à quasiment 6% de croissance aux États-Unis pour 2021, plus de 4% pour 2022. Zone euro, là c'est un peu l'inverse, on a révisé plutôt à la hausse parce que finalement la zone euro a pas mal traversé cet épisode variant Delta, donc quasiment 5% de croissance en 2021 en zone euro, en 2022 même un peu plus que les États-Unis, plus de 4%, donc on est quand même sur des rythmes de croissance qui restent très élevés. Vous voyez, le rythme ralentit, mais on est quand même sur une tendance qui reste très bonne. Pour regarder aussi l'emploi, on voit que ça s'améliore et que ça se normalise partout. Alors, de manière beaucoup plus rapide aux États-Unis qu'en zone euro, mais ce qui est normal parce que vous voyez, ça avait quand même beaucoup plus progressé en 2020 avec la flexibilité du marché du travail américain. Le chômage avait beaucoup plus explosé aux États-Unis qu'en zone euro en 2020. Et puis structurellement, si vous regardez quand même avant la crise, le chômage structurel en zone euro, il est quand même beaucoup plus élevé depuis longtemps qu'aux États-Unis. Donc c'est assez normal qu'on recorrige plus vite aux États-Unis, mais enfin globalement, un peu partout, on a un retour à la normale qui est rapide et qui ouvre des perspectives qui sont plutôt solides à moyen terme. Alors, donc, on résume une situation économique qui reste bien orientée, mais si, comme je vous le disais, le rythme a ralenti. Mais le gros sujet qui anime les marchés, qui anime les économistes, même la presse, même tout le monde, et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir aussi, c'est le sujet de l'inflation. C'est le sujet de l'inflation, c'est quelque chose dont on ne parlait plus finalement depuis des années et dont on commence à reparler aujourd'hui. Alors on va pas mal parler dans cette présentation d'inflation américaine pour une raison très simple, c'est que le sujet inflationniste aujourd'hui, il est vraiment aux États-Unis. En Europe, ça commence à frémir aussi, mais on n'est clairement pas sur les mêmes niveaux. Et en plus, les causes de l'inflation en zone euro, globalement, c'est les mêmes qu'aux États-Unis, en moins fort. Donc si on comprend ce qui se passe aux États-Unis, on comprend globalement ce qui se passe en zone euro. Donc on va parler essentiellement des États-Unis. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire un simple petit rappel juste de l'inflation, sur ce qu'est l'inflation. Parce que l'inflation, en soi, il y a plein de méthodes de calcul. D'ailleurs, la méthode de calcul de l'inflation aux États-Unis n'est pas la même qu'en zone euro, etc. Il y a plein de manières et de la calculer et de l'exprimer. Enfin, globalement, quand vous entendez parler de l'inflation dans les journaux, à la télévision, etc., ce dont on parle concrètement, c'est de la variation sur un an du prix d'un panier de biens et de services de consommation. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi je vous fais ce rappel-là de cette notion de variation sur un an? Parce que, en fait, ça explique une partie de la hausse de l'inflation sur le début de l'année.
notamment sur les mois de mars et avril. Pourquoi? Très simplement, rappelez-vous, mars-avril 2020, on était en plein cœur de la crise, confinement, commerce fermé, plus de voyages, économie mondiale quasiment à l'arrêt. Tout ça, ça fait que beaucoup de prix de biens et de services ont fortement baissé. Un an après, avec une reprise économique qui a été assez forte, etc., tous ces prix-là sont revenus à la normale. Donc forcément, la variation sur un an, on a l'impression qu'elle est importante, alors qu'en réalité, c'est surtout un retour à la normale à partir de prix qui étaient très bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en jargon, ce qu'on appelle l'effet de base. Très clairement, si le seul phénomène inflationniste, c'était ça, on ne serait pas en train de parler d'inflation, je ne serais pas devant vous ce soir, on ne parlerait pas d'inflation dans les journaux. Si on en parle, c'est parce que justement, ce qu'on voit sur l'inflation, notre dynamique inflationniste, ça va très nettement au-delà de cet effet de base temporaire qu'on a vu sur les premiers mois de l'année. Alors, on va rentrer vraiment concrètement dans le vif du sujet. D'abord, où est-ce qu'on en est? Aux États-Unis, vous voyez qu'on est sur une inflation qui est à plus de 5%. Donc c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'été 2008. Et encore plus, sur l'inflation sous-jacente, on est à 4%, on a même été à 4,5% au mois de juin. Et là, il faut remonter au début des années 90 pour retrouver des niveaux similaires. Alors, je fais juste un petit aparté, juste pour vous expliquer ce que c'est que l'inflation sous-jacente. C'est un terme un peu barbare, mais vous allez voir, c'est très simple et je vous l'explique parce qu'on va l'utiliser dans tout le reste de la présentation. L'inflation sous-jacente, c'est très simple. C'est le même calcul que l'inflation globale, sauf qu'on retire le prix de l'énergie et le prix de l'alimentation. Vous voyez, tout le reste, tous les prix des biens et services, ça reste la même chose, mais on enlève alimentation et énergie. Pourquoi on fait ça? L'intérêt, c'est d'éviter les grosses fluctuations qui peuvent être dues aux variations de prix des matières premières, notamment du pétrole, qui peuvent être extrêmement volatiles, et donc d'avoir sur le long terme quelque chose d'un peu plus stable et d'un peu plus comparable d'une période à l'autre. Et, pardon. Donc, je vous disais, 4% sur l'inflation sous-jacente, plus de 5% sur l'inflation globale, c'est des niveaux qui sont très élevés. Alors, attention, on n'est pas dans la surinflation des années 70-80 non plus. Le pic d'inflation de cette période-là, c'est tout début des années 80, c'est 14,5 sur l'inflation globale et 13,5 sur l'inflation sous-jacente. Donc on en est quand même encore loin. Mais malgré tout, quand on regarde par rapport à l'histoire récente, des 10-20 dernières années, on est quand même sur des niveaux élevés, voire très élevés, notamment sur l'inflation sous-jacente. Et en fait, tout le débat aujourd'hui, parce que ça, c'est des chiffres, on les constate, ils sont là, il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat, il est de savoir si c'est un phénomène uniquement transitoire, temporaire, qui va s'estomper d'ici quelques mois, ou si c'est quelque chose de plus structurel et qui pourrait durer un petit peu plus longtemps. C'est tout le débat qui agite les marchés, les économistes, même les banquiers centraux entre eux en ce moment. Alors, la première chose qu'on constate quand même, c'est que jusqu'à présent, cette très forte inflation, elle a été concentrée que sur quelques segments de biens et services. On peut en citer, il y en a 4 en gros. Le véhicule d'occasion, les locations de voitures, tout ce qui est hôtellerie et le prix des billets d'avion. Juste ces 4 segments-là, c'est la moitié de l'inflation américaine sur les derniers mois. Juste ces 4 segments-là. Et en fait, ces segments-là, structurellement, c'est vraiment des segments qui sont de nature transitoire, qui sont très liés à l'effet réouverture de l'économie et qui en plus ont pour certains des cas un petit peu spécifiques. Et on voit d'autant plus qu'ils sont transitoires qu'ils commencent déjà finalement à se résorber. Le cas le plus emblématique, c'est les véhicules d'occasion. Alors, pourquoi le prix a flambé des véhicules d'occasion aux États-Unis? C'est assez simple en fait. Il y a depuis plusieurs mois une grosse pénurie de production de semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, aujourd'hui, sont devenus un composant essentiel de la production de voitures. Donc on a un énorme retard dans la production de véhicules neufs, ce qui fait que des particuliers qui ont un besoin urgent d'avoir un véhicule et tous les loueurs, etc., qui ont besoin de renouveler leur flotte, qu'est-ce qu'ils font s'il n'y a plus de véhicules neufs disponibles ou si les délais sont trop longs? Ils se reportent sur le marché de l'occasion. Sauf que par définition, le marché de l'occasion, le marché des véhicules disponibles d'occasion, il est limité. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez une très très forte demande qui arrive sur un stock qui est limité, donc sur une offre qui est limitée. Donc vous avez un écart énorme entre la demande et l'offre.
quand vous avez, ça a été abordé tout à l'heure, quand vous avez un écart énorme entre la demande et l'offre, bah, ça crée toujours de l'inflation, et même beaucoup d'inflation. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur le pic de ce phénomène-là pour les véhicules d'occasion, c'était au mois de juin. Au mois de juin, la variation sur un an du prix des véhicules d'occasion aux États-Unis, c'est 45%. C'est-à-dire que votre Cherokee ou je ne sais pas quoi d'occasion que vous achetiez en juin 2020 à 10 000 $, en juin 2021, vous l'achetiez à 15 000. Donc c'est quand même assez énorme. Et en fait, bah, ce seul segment des véhicules d'occasion, c'est quand même, on a l'impression que c'est pas grand-chose hein, comme ça les véhicules d'occasion. Ce seul segment-là, sur les mois d'avril à juin, c'est ce que vous avez ici, ça représente un tiers à presque la moitié de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Juste les véhicules d'occasion. Et qu'est-ce qu'on constate? Bah, on constate qu'en fait, vous voyez, c'est très fort, c'est presque la moitié au mois de juin, et au mois de juillet, ça contribue quasiment plus. Et même au mois d'août, ça se met à contribuer négativement. Pour deux raisons. La première, c'est que la production de véhicules neufs a commencé à se stabiliser, voire à repartir un petit peu. Donc les gens commencent à essayer de racheter des véhicules neufs. La deuxième, c'est qu'il n'y a plus d'offres disponibles sur les véhicules d'occasion, tout simplement. Tout a été acheté, donc les prix peuvent plus monter, il n'y a plus rien à vendre. Donc c'est assez simple. Et quand on regarde un petit peu les indices de prix, ce que vous avez à droite, je passe assez vite parce que c'est une sorte de régression linéaire, etc. Mais globalement, quand on regarde ces indices de prix et qu'on essaie de les projeter un peu dans le temps, on voit que ce phénomène-là, il va continuer dans les mois à venir. Donc, partant de là, on pourrait se dire, bon, bah, effectivement, si c'est juste ces histoires de véhicules d'occasion, de quelques broutilles, bah, il n'y a pas tellement de sujet inflationniste, c'est vraiment transitoire et ça va passer dans les mois qui viennent. Effectivement, on pourrait se dire ça. Bon, la réalité, c'est que c'est quand même loin d'être si certain que ça. Et il y a 4 points à surveiller de très près pour savoir si l'inflation va être plus durable ou non. Le premier point, bah, c'est les prix à la production, qui, eux, continuent d'accélérer. Alors, qu'est-ce que c'est que les prix à la production? C'est simple, hein, c'est les prix des matériaux, des biens semi-transformés, etc. Tout ce qui va rentrer dans la production d'un bien. En résumé, en gros, c'est ce que des entreprises vont acheter à d'autres entreprises pour produire un bien qui va être in fine vendu aux consommateurs. Alors, pourquoi les prix à la production ont autant augmenté? Ben, c'est un peu la même logique que ce que je viens de vous expliquer sur les véhicules d'occasion. C'est un squeeze entre l'offre et la demande. Pourquoi? Bah, concrètement, vous avez eu une demande qui est très forte pour une raison principale, c'est qu'il y a eu des très gros plans de soutien et de relance de la part des principaux États, hein, en Europe, aux États-Unis, etc., et notamment aux États-Unis avec des chèques qui ont été distribués directement aux ménages, qui ont été d'ailleurs pour bonne partie dépensés. Donc il y a eu un appétit de consommation énorme, notamment aux États-Unis. Donc une demande très forte. Et en face de ça, une offre, bah, notamment dans tout ce qui est production manufacturière, qui a du mal à s'adapter. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre à certains endroits. Il y a des pays émergents où sont produites certaines choses qui subissent encore un peu les affres du Covid, qui ont encore refermé certaines régions, des choses comme ça. Donc il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Et puis, tout simplement, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de retard à l'allumage, c'est-à-dire que quand vous avez arrêté, mis complètement à l'arrêt une usine pendant le Covid, ça ne se redémarre pas en un claquement de doigts, une usine. Une usine, il faut réembaucher les mecs, il faut reconstituer les stocks, il faut remettre en route, reprogrammer les chaînes de production, etc. Ça prend beaucoup de temps, il faut remettre en place les chaînes logistiques. Il y a énormément de choses et donc ça prend beaucoup de temps. Donc quand vous avez cette très forte demande qui arrive sur une offre de production qui ne s'est pas encore ajustée, ben on retrouve le même phénomène. Beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres, donc les prix flambent et ça va probablement continuer à flamber parce que en fait, ça a créé énormément de pénuries à plein d'endroits de l'économie. On a parlé des semi-conducteurs sur les véhicules là un peu avant, mais il y a eu des pénuries sur plein de choses. Sur pas mal de métaux, mais on a eu des pénuries sur la pâte à papier, on a eu des pénuries sur, même à un moment, il y avait des pénuries sur les palettes en bois, hein, les palettes dont on se sert pour faire le transport de marchandises, il n'y avait plus de palettes en bois, donc on ne peut plus mettre les marchandises dessus. Donc ça a touché vraiment plein de secteurs, et du coup, ces pénuries qui perdurent, elles continuent à pousser les prix à la production vers le haut, et les prix à la production, d'un moment, ils se retraduisent dans les prix à la consommation parce que sinon, ça veut dire que les entreprises bouffent toute leur marge. Donc elles sont obligées à un moment donné d'en transmettre une partie. Et donc ça va probablement continuer. Et c'est la même chose pour les matières premières. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais les prix des matières premières continuent également de flamber. Et ça aussi, ça rentre dans les coûts de production, etc. Donc on a aussi ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point à surveiller.
Et le deuxième point qui découle directement de ça, c'est que vous avez toute une série de catégories de biens et de services qui sont ce que j'ai appelé des secteurs pénurie. Là, j'en ai cité quelques-uns, véhicules neufs, pièces mécaniques, ameublement, etc. Tous ces secteurs-là qui souffrent en fait de la pénurie d'un certain nombre de matériaux, et ces secteurs-là, on voit que leur inflation, elle augmente mois après mois. C'est ce que vous avez à droite, ça illustre ce propos-là et ce que je vous ai dit juste avant. En bleu, vous avez ces 4 secteurs, je vous ai cités au début, qui sont très transitoires et on voit que leur inflation, ça y est, elle a atteint son pic, elle commence à baisser. Mais de l'autre côté, on a ces secteurs-là qui sont plus structurels, où l'inflation commence à monter mois après mois. Et ces secteurs-là, avant que tous les problèmes de pénurie, etc. se résorbent, ça va prendre beaucoup plus de temps. On est sur des choses beaucoup plus structurelles que juste un problème d'offre de véhicules disponibles. Donc ça va probablement rester un moment. Et donc ça peut quand même peser assez fortement sur l'inflation dans les mois à venir. Donc ça, c'est le deuxième point à surveiller. Le troisième point, ça a été abordé, c'est amusant, ça a été abordé un petit peu avant. Le troisième point, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, ce qu'il faut savoir, alors ce n'est pas le cas en zone euro. En zone euro, il faut savoir, l'immobilier n'est pas intégré dans le calcul de l'inflation. C'est une bizarrerie, ça devrait bientôt l'être, mais enfin c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est 30% du calcul de l'inflation, l'immobilier. Et même 40% de l'inflation sous-jacente. Donc c'est quelque chose de majeur. Si vous voyez le graphique de gauche, vous voyez, là pour l'instant, on est à 2,5, on est nettement en dessous des niveaux d'avant-crise. Pour l'instant, c'est très modéré, l'inflation immobilière. Seulement, si on regarde le marché immobilier lui-même, les prix ont flambé aux États-Unis. Ont flambé. C'est plus 20% sur le prix de l'immobilier aux États-Unis sur un an. Alors pourquoi on a ça ? Toujours la même chose. Toujours ce décalage entre l'offre et la demande. On a des gens qui ont vécu les confinements, des fois dans des petits appartements, dans des petites choses, dans des logements un peu étriqués, qui ont reçu avec les aides d'État un peu d'argent, qui avaient mis de côté parce qu'ils ne consommaient plus pendant le Covid, etc. Et donc ils se retrouvent à vouloir acheter un peu plus des surfaces un peu plus grandes. En tout cas, il y a le tout en plus aidé par le contexte de taux très bas, donc on a une demande très forte de la part des ménages. Et en face, on a une offre de construction qui peine à s'aligner parce qu'on manque de main-d'œuvre dans la construction, énormément. Il y a toutes ces histoires à nouveau de pénurie sur certains matériaux. Il y a des pénuries de ciment, il y a eu à un moment le bois de construction. Je vous invite à regarder pour les curieux le prix du bois de construction. Alors ça y est, ça s'est résorbé, mais le prix du bois de construction sur le début d'année, ça avait flambé, ça a fait plus 400%. Donc, donc forcément, il y a des pénuries un peu partout. Et d'ailleurs, si on regarde, là je ne vous l'ai pas mis ici parce qu'on n'a pas de source officielle, mais en croisant des sources privées, là c'est le prix à l'achat. Mais si on regarde les loyers, c'est plus 5, plus 10% sur un an aussi les loyers. Notamment là, ça s'accélère avec la fin du moratoire sur les loyers qu'avait mis en place l'administration Biden pendant la crise du Covid. Donc on a un marché de l'immobilier qui flambe aux États-Unis. Alors il se trouve que pour diverses raisons, entre autres la question du foncier, mais d'autres raisons également de méthodologie de calcul, etc., dont je vous passe les détails, il se trouve que les prix de l'immobilier ne sont jamais complètement reflétés à 100% dans le calcul de l'inflation, et en plus ça met du temps. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'études pour regarder un peu ça, et en fait on a facilement 12 à 18 mois de décalage entre le moment où ça se matérialise vraiment dans les prix de transaction et autres, et le moment où ça s'intègre vraiment dans le calcul de l'inflation. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça va venir. Là, pour l'instant, on ne le voit pas, mais ça va venir. Et si vous passez, ne serait-ce que juste vous revenez au niveau d'avant-crise, vous passez de 2 à 4, 2 à 4, quand ça constitue 40% de l'inflation sous-jacente, c'est 1 point d'inflation sous-jacente en plus, directement rien que sur l'immobilier. Et vu les niveaux là qu'on a atteints, potentiellement, on peut dépasser ce niveau d'avant-crise. Donc là, il y a une réserve d'inflation qui est absolument énorme sur l'immobilier. Et le quatrième point, ça c'était le troisième point à surveiller, le quatrième point, c'est les salaires. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand on parle d'inflation, c'est que si vous n'avez qu'une hausse des prix, aussi forte et autre soit-elle, ce n'est qu'une hausse des prix. Et quand on a vraiment pour avoir vraiment une dynamique d'inflation durable, structurelle qui se met en place, il faut que vous ayez une boucle prix-salaire. C'est-à-dire les salaires augmentent, du coup les prix augmentent, du coup les salaires augmentent à nouveau, etc. Ça, c'est la vraie inflation. Sinon, c'est qu'une hausse des prix. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les salaires commencent à augmenter assez fortement aux États-Unis. Alors pour l'instant,
ça reste concentré sur les plus bas salaires. Hein. C'est ce que vous avez ici. En fait, ça, c'est le quartile, donc les 25% des salaires les plus faibles. Vous voyez que ça accélère vraiment, alors que si on regarde la moyenne de la population, hein, ça bouge pas réellement. Donc c'est vraiment pour l'instant concentré sur les bas salaires, notamment sur certains secteurs où il y avait des pénuries de main-d'œuvre, tout ce qui est loisirs, tourisme, notamment restauration, tout ce qui est transport, hein, les chauffeurs poids lourds, etc. Beaucoup de pénuries de main-d'œuvre, donc les salaires ont fortement monté. Et en fait, toute la question pour les mois à venir, et c'est ce qu'on va regarder notamment sur les prochains rapports sur l'emploi américain, plus que les créations d'emplois, parce que ça, maintenant on sait qu'il va y avoir une réduction des rachats d'actifs de la part de la Banque centrale, donc à la limite les créations d'emplois, on va moins le regarder, par contre on va beaucoup regarder les salaires, parce que ce qu'on va chercher à voir, c'est est-ce que ces salaires continuent de croître à ce rythme-là, voire même accélère, et est-ce que le phénomène se transfère des salaires les plus bas vers le reste des salaires. Honnêtement, pour le moment, ce n'est pas certain que ça arrive, pour une raison assez simple à comprendre, c'est qu'une bonne partie même de ce qui a tiré les bas salaires vers le haut aux États-Unis, c'est que vous aviez jusqu'à début septembre des aides au chômage exceptionnelles qui étaient versées à la fois par l'État central et par les États fédéraux, donc des aides au chômage qui en fait quand vous les cumuliez faisaient un équivalent de salaire horaire qui était plus élevé que celui que vous aviez dans ces domaines-là. Donc entre être payé 15 $ de l'heure à rester chez vous et être payé 12 $ de l'heure à aller bosser à 3 h du matin au McDo, généralement, le choix est assez vite fait. Donc forcément, dans ces domaines-là, pour faire revenir les gens au travail, il fallait très significativement monter les salaires. Là, ces aides exceptionnelles au chômage, elles se sont arrêtées au niveau national le 6 septembre. Donc on va voir justement sur les prochains rapports en place que ça a vraiment un effet modérateur sur cette croissance des salaires ou pas. Parce que, pourquoi je dis ou pas, c'est qu'en face, il y a quand même une grosse pénurie de main-d'œuvre. On est dans une situation aux États-Unis, c'est pas arrivé très souvent dans l'histoire, il y a plus de postes ouverts aux États-Unis que de chômeurs. Donc il y a une pénurie énorme de main-d'œuvre aux États-Unis. Donc peut-être même que la fin de ces aides ne suffira pas à atténuer cette dynamique sur l'inflation salariale. Alors, juste un mot rapide sur l'Europe quand même avant de conclure, parce que bon. Vous avez parlé que des États-Unis, vous allez dire que je fais de la myrocunéphalie primaire. Mais comme je vous l'ai dit, bon, en Europe, oui, il y a un début de tension inflationniste, mais on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. 3% sur l'inflation globale, alors qu'on est à plus de 5 aux États-Unis. 1,6 sur l'inflation sous-jacente, on est à 4, on a même été à 4,5 aux États-Unis. Vous voyez qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux. Après, les causes sont globalement les mêmes. Hein. C'est toujours ces histoires de décalage d'offres et de demandes. Globalement, c'est toujours ça qui drive le sujet, à cette différence près que en Europe, il y a eu quand même beaucoup moins de relance budgétaire. Il n'y a pas eu de chèques distribués aux ménages en Europe, on aurait bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il y a quand même eu globalement moins de demandes, moins de surconsommation en Europe, donc moins de pression sur l'offre, moins de différence entre la demande et l'offre, donc moins d'inflation. C'est assez mécanique. Donc, je résume. Une inflation qui est élevée par rapport à la période récente, mais qui est due, pour l'instant, à quelques segments qui sont transitoires et qui commencent à se résorber. Mais 4 points à surveiller pour savoir si l'inflation va rester plus durable ou non. Donc, je résume ces 4 points. Les prix à la production et les prix des matières premières continuent d'augmenter. 2, des secteurs des biens de consommation et de services dont l'inflation continue d'augmenter et qui pourraient prendre le relais de ces secteurs transitoires qui ont drivé l'inflation au début. 3, l'immobilier dont les prix vont commencer à apparaître dans le calcul de l'inflation, même si pas totalement. Et 4, les salaires qui, s'ils continuent d'augmenter, pourraient enclencher une boucle entre les prix, une boucle prix-salaire. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut être clair. Est-ce qu'avoir un peu plus d'inflation, c'est un problème? Dans l'état actuel des choses, non. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que structurellement, avoir de l'inflation tant qu'elle reste modérée, c'est une bonne chose d'un point de vue économique. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, une raison toute bête, c'est que si vous avez de l'inflation, ça vous pousse un peu plus à consommer et à investir. Parce que s'il y a de l'inflation et que vous laissez votre argent sur votre concurrent non rémunéré, vous perdez de l'argent. Donc plus il y a d'inflation, plus ça va vous pousser soit à investir cet argent, et là, vous irez voir nos amis de Prométhée Conseil pour savoir comment bien l'investir, ou alors de le dépenser. Mais en tout cas, soit par l'investissement, soit par la consommation,
ça va soutenir l'économie. La deuxième chose, je ne rentre pas dans l'état parce que ça nous emmènerait dans des discussions de débats économiques compliqués, mais on a tendance à dire qu'une inflation un peu plus élevée aide à réduire plus rapidement le niveau de la dette, pour des raisons qui sont débattues, mais c'est quelque chose quand même de prégnant et qui est dans l'esprit aujourd'hui des banquiers centraux. La deuxième chose, c'est que dans le contexte actuel, on n'a pas une inflation qui vient de nulle part. On a de l'inflation parce qu'il y a de la demande, parce que les gens vont le consommer. C'est juste que l'offre n'arrive pas à s'adapter. Mais fondamentalement, on a de l'inflation parce que l'économie va bien. C'est ça, il faut bien l'avoir en tête, il faut bien le marteler. Si on a de l'inflation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de la demande, parce que l'économie va bien. C'est pas du tout on n'est pas du tout sur un... Bien sûr, si l'inflation s'emballait, ça deviendra un problème. Mais pour l'instant, c'est le signe d'une économie qui va bien. Et la dernière chose, c'est qu'on n'est pas du tout sur un risque d'hyperinflation comme dans les années 70-80. Bon, déjà, je vous ai montré, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux quand même. Et surtout, les banques centrales ont parfaitement les moyens aujourd'hui de gérer des tensions inflationnistes. Elles ont toutes leurs taux directeurs qui sont au plus bas, donc elles peuvent parfaitement les relever. Elles ont toutes encore des programmes de rachat d'actifs, etc., qu'elles peuvent parfaitement arrêter. Donc les banques centrales ont tout à fait les moyens de gérer cette inflation et d'agir, notamment en remontant les taux, si ça commence à déraper un petit peu sur l'inflation. Alors par contre, ça, d'un point de vue marché financier, là c'est crucial. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, on a beau être gérant actions, stock picker, il faut quand même être honnête, les marchés actions sont chers aujourd'hui. Personne ne peut le contester. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les actions sont chères, et ça, c'est le travail de mes collègues gérants actions d'aller trouver des entreprises qui ne sont pas encore trop chères. Enfin, globalement, on a des marchés quand même qui sont chers. Et une bonne partie de la cherté aujourd'hui des marchés actions, elle n'est justifiée que parce que vous avez des taux d'intérêt qui restent très bas. Et si, à un moment donné, vous avez un dérapage de l'inflation qui pousse les banques centrales à remonter leurs taux plus vite et plus agressivement que prévu, bah là, on peut passer à un moment donné, un petit moment compliqué sur les marchés, en tout cas sur les parties les plus chères des marchés actions. Ça ne touchera peut-être pas de manière unilatérale toutes les actions, hein. Mais en tout cas, on peut avoir un petit moment de stress lié à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc à moyen terme, c'est les convictions qu'on a aujourd'hui au sein de l'équipe allocation de la financière de l'échiquier, et ce qu'on a mis en œuvre dans le fonds principal qu'on gère, qui s'appelle Échiquier Allocation Flexible. À moyen terme, on est un petit peu plus prudent quand même sur les actions. On a réduit notre exposition actions par rapport à ce qu'on avait en début d'année. Alors, on reste quand même assez positif à horizon de 3 mois, mais voilà, en commençant à se protéger parce que ce risque-là commence à apparaître de plus en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter d'avoir une sensibilité au taux d'intérêt, hein, donc, notamment sur la partie obligataire. Donc ça, c'est pas forcément facile à adresser en tant qu'investisseur particulier, mais nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on vend en fait, des obligations d'État. On est vendeur net d'obligations d'État, ce qui fait qu'en fait, nous, sur notre partie obligataire, si les taux montent, on va gagner de l'argent, là où traditionnellement, quand les taux montent, vous perdez de l'argent sur l'investissement obligataire. Et puis la dernière chose, c'est d'essayer de diversifier un petit peu en allant chercher des classes d'actifs qui se comportent plutôt bien quand vous avez des phénomènes d'inflation et de hausse des taux. Alors, c'est typiquement les matières premières, hein, notamment tout ce qui est matières premières industrielles, type métaux, pétrole, etc., même si ça a déjà beaucoup monté. Ça va être tout ce qui est lié aux banques, donc soit la dette financière, soit les actions bancaires directement, qui sont plutôt positivement corrélées à la hausse des taux, même si vraiment on avait un gros crack des marchés, ça accuserait le coup quand même, mais globalement, c'est plutôt positivement corrélé à la hausse des taux. Et on peut aller chercher aussi, par exemple, des obligations indexées à l'inflation, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des choses que nous, on a en portefeuille et qui permettent d'essayer de se prémunir un petit peu contre ce risque d'inflation. Je vais conclure en 2 minutes. Je crois que j'ai dépassé de 2 minutes le temps. En conclusion, je voudrais ouvrir un tout petit peu les perspectives, parce que là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est des perspectives de moyen terme, hein. On parle à horizon quelques mois, 1 an, 2 ans, tout au plus. Mais si on se projette un tout petit peu plus loin dans l'histoire, moi, ma conviction, c'est que ce qui s'est passé avec le Covid, sur le plan de l'inflation, on a vécu un vrai moment de bascule. C'est une conviction très forte. On est, depuis 30-40 ans, sur une tendance à la baisse continue de l'inflation. Je pense sincèrement que cette période-là est révolue. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner à des niveaux d'inflation complètement démentiels ou faramineux, mais la tendance risque d'être à une inflation
un tout petit peu plus forte pour les décennies qui viennent, pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est ouvert au débat, hein, mais on essaie d'ouvrir un peu les perspectives, c'est que, en fait, une des grosses choses qui a fait baisser l'inflation depuis 30-40 ans, c'est la mondialisation. Or, on voit avec ce qui se passe sur la Chine, les États-Unis, sur pas mal de petits tiraillements à droite à gauche en termes géopolitiques. Je suis convaincu qu'on a vu ces dernières années, là en ce moment, qu'on est en train de connaître le pic de la mondialisation et qu'on va aller progressivement, c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste un changement de braquet de l'histoire, mais qu'on va aller vers davantage de régionalisation de l'économie hein, autour des grands pôles, Chine, États-Unis, etc., entre lesquels il y aura peut-être un peu plus de conflits. On va aller vers un peu plus de protectionnisme, un peu de relocalisation des chaînes de production. Hein. On a vu que pendant le Covid, quand on n'avait ni masque, ni réactif pour les tests, etc., bah, finalement, avoir des chaînes de production chez soi, ce n'était pas totalement une mauvaise idée. Et tout ça, bah, alors ça ne va pas se faire en quelques mois, ni même en quelques années. Hein. C'est des mouvements de fond qui prennent beaucoup de temps, mais c'est extrêmement inflationniste par nature, ce genre de mouvement. La deuxième chose, bah, c'est qu'on voit que les États sont en train de redécouvrir certains mots. Ils sont en train de redécouvrir le mot frontière. Ils sont en train de redécouvrir le mot impôt. Alors bon, en France, on ne l'a jamais oublié, hein, le mot impôt, mais aux États-Unis, on voit très bien qu'on est tenté de financer tous les plans de relance et d'investissement par une hausse de la fiscalité, alors que ça avait été nettement baissé sous le mandat de Donald Trump. Donc on voit qu'il y a voilà, une tendance un petit peu à délibéraliser, si je puis dire, un petit peu l'économie, qui avait été quand même ce qui a aidé à avoir une inflation beaucoup plus basse. Et la dernière chose, et je vais conclure là-dessus, c'est le dernier élément qui risque d'être inflationniste dans les décennies qui viennent, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique, qui va demander énormément d'investissements et qui, à moins d'être démagogue, il faut le dire clairement, ça va pousser à la hausse les prix de l'énergie dans les prochaines années. C'est une certitude. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas en partie régulé par les États, que ça se fera n'importe comment, mais on aura une tendance à la hausse des prix de l'énergie, liée à la transition énergétique et aux soucis du changement climatique, etc. Et ça, évidemment, des prix de l'énergie qui montent, bah, c'est aussi une force, je rappelle, très importante pour l'inflation. Donc, en conclusion, avant la crise du Covid, on ne parlait plus d'inflation, du tout. Alors, franchement, c'était un truc, on ne le regardait même plus presque. Là, on commence à en reparler. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler pour les prochaines années. Et je vous remercie de votre attention. Bon, vaste sujet. Avec les mêmes choses, hein, les questions, on est là pour en parler avec vous évidemment. Il y a beaucoup de choses dans ce discours qu'on vous tient régulièrement. Mais s'il y a des questions, évidemment, on en discute après ou on enverra les questions par mail. Merci encore. Il nous reste 5 minutes. On vous fait 3 actus sur Prométhée. On libère ceux qu'ils souhaitent et on passe au cocktail pour les autres. Les actualités. Bon, voilà, écoutez, c'est le classement Leader League des meilleurs cabinets sur patrimoine français est sorti. On dit souvent qu'on y accorde peu d'importance, mais on dit souvent aussi qu'on préfère y être que ne pas y être. Donc, on est content d'y être dans la catégorie forte notoriété sur le classement national. Donc, ça, c'est la première actu. La deuxième, on accueille Marie et Julie qui viennent d'arriver chez Prométhée, donc qui doivent se cacher quelque part. Elles sont là. Donc, Marie comme ingénieure patrimoniale et Julie comme alternante. Donc bienvenue. Vous avez sûrement lu également, on était fiers de dire qu'on avait accompagné la renaissance du Petit Mousse, qui est ce bateau électrique qui est dans le jardin public, qui avait été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Une association s'est levée et a levé des fonds avec des mécènes. Et donc Prométhée en a fait partie. Donc vous pouvez aller vous balader, il est en fonction et il a été inauguré cet été. Et vous pouvez vous asseoir sur le siège Prométhée Conseil. Et dernière petite chose, Prométhée Conseil fait partie du comité de soutien d'un nouvel événement qui arrive à Bordeaux, qui s'appelle Bordeaux pour le bien commun, qui est un événement qui a eu lieu à Paris, à Nantes, à Genève, et donc qui arrive pour la première année à Bordeaux, qui est un événement qui aura lieu donc le 16 novembre 16 novembre prochain, donc au Grand Théâtre de Bordeaux, au cours duquel 10 projets ont été sélectionnés et pour lesquels il y aura une levée de fonds. Ce sont des projets de l'économie locale, donc des projets bordelais ou régionaux, qui sont des associations qui ont pour but de venir en aide à des personnes en difficulté sur la réinsertion, le handicap, le développement durable. Et c'est une soirée qui a lieu donc au Grand Théâtre et avec un système de
levée de dons qui est organisée par un commissaire-priseur. Et on attend à peu près 500 personnes pour cette soirée. Ce sont des très beaux projets qui ont permis de lever plus de 4 millions d'euros sur les dernières opérations qui ont lieu donc à Nantes et à Paris. Et donc on est content d'en faire partie. Donc on était présent pour la sélection des projets. Donc maintenant ils sont sélectionnés. La soirée est assez rythmée, c'est un petit peu comme ce soir, hein, c'est 4 minutes par association, c'est les responsables des associations qui pitchent un petit peu leur projet. Et ensuite, il y a 4 minutes avec une sorte de vente aux enchères avec un commissaire-priseur où on peut le donner de 50 € à autant qu'on veut pour essayer d'en faire une belle soirée. Voilà, donc c'est le 16 novembre, on reviendra vers vous et vers ceux qui le souhaitent à ce sujet-là. On pourra vous inviter si vous le souhaitez. Et dernière chose, c'est dans un petit moment, mais vous pouvez déjà noter, puisque c'est un vendredi 13, vous en souviendrez. On espère bien qu'on pourra refaire notre club annuel à la Villa Primrose à l'occasion du tournoi de tennis. Les dates, on les a depuis 15 jours, donc ça sera le vendredi 13 mai 2022, si jamais... enfin, si ça sort le 13 mai. Merci encore à tous pour votre intervention. Merci pour ceux de l'équipe qui se sont impliqués dans le club. On ne dirait pas, mais c'est beaucoup de choses à voir. Et spécialement à Chloé, voilà, qui se cache aussi au fond, et qui s'est beaucoup investi dans l'organisation. Voilà. Je n'oublie pas Pierre-Henri et Adrien, bien sûr. Voilà. On est attendu pour le cocktail juste à côté, pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, les autres sont libres. Merci beaucoup. Ce sont toujours des réunions très intéressantes, on apprend plein de choses. C'était plaisant et c'était intéressant. Oui, une réunion absolument passionnante, comme d'habitude. Merci beaucoup pour l'été. On est conquis, comme d'habitude, en tant que client et en tant que partenaire. Je remercie Prométhée Conseil pour une soirée extrêmement d'actualité. On est même resté sur notre faim, on en veut plus. Les crypto-monnaies, je n'y connaissais rien, je connais un peu plus. Une soirée super bien organisée. Une soirée très constructive et extrêmement professionnelle. Merci beaucoup tous nos clients de nous être fidèles à chaque fois. À très bientôt pour le prochain club. Nous étions ravis de vous accueillir pour cette 14e édition du Club Prométhée et on espère vous revoir bientôt pour la prochaine édition. Au revoir.